Bonjour et bienvenue à tous sur la vidéo. Sur cette vidéo, je vais vous expliquer, selon moi, et ça reste uniquement mon avis, pourquoi et comment l'État nous manipule. J'aimerais préciser que comme dans toute organisation, il y a bien évidemment du bien et du mal. Il y a forcément des personnes qui sont égocentriques, égoïstes et qui ne pensent qu'à elles-mêmes, quitte à faire du mal aux autres. Et il y a forcément des personnes bienveillantes qui, elles, au contraire, veulent absolument le bien d'un maximum de personnes. Le but de la vidéo ici n'est pas de vous convaincre, mais plutôt de créer en vous un questionnement. Savoir, est-ce que le gouvernement ne me manipule pas? Et est-ce que je me sens vraiment bien dans ce système? Est-ce que je suis vraiment heureux? La première chose qui fait qu'on est manipulé par le gouvernement, et ce malheureusement dès notre plus jeune âge selon moi, c'est l'éducation nationale. Pour commencer, on ne nous apprend pas forcément à ouvrir notre esprit critique. J'ai une expérience personnelle que j'ai vécue lors de mon adolescence, lorsque j'étais au collège. J'avais une prof qui était un petit peu perçue par les autres comme un peu illuminée, un peu folle d'ailleurs, qui, je l'ai compris des années plus tard, avait compris des choses bien avant la majorité des autres. Pour se mettre dans le contexte, on est dans les années 2000, on est en 2002, quelque chose comme ça. Et elle nous explique que chez elle, elle n'a pas de télévision et qu'elle ne va pas faire ses courses en magasin. Et au final, c'est aujourd'hui que je me rends compte avec toutes les informations que j'ai qu'effectivement, quand vous allez dans un magasin, vous êtes manipulé en quelque sorte puisque on vous place de manière à ce que vous alliez absolument par l'allée centrale du magasin. Et évidemment, l'allée centrale est composée de plein d'articles dont vous n'avez pas besoin, qui sont souvent en promotion, où les rayons sont changés pendant certaines fêtes par exemple, évidemment pour vous pousser à l'achat. C'est pour moi déjà une première sorte de manipulation d'ailleurs que l'État laisse faire alors qu'évidemment l'État en a conscience. Cette prof-là nous a aussi ouvert l'esprit sur pas mal d'autres choses comme les horribles guerres malheureusement et ce qui s'y passait réellement. Elle était aussi à cheval sur certaines définitions qu'on devait apprendre par cœur, comme par exemple qu'est-ce qu'un référendum. J'ai encore la définition dans la tête aujourd'hui. Un référendum est une question posée au peuple par le président, auquel celui-ci ne peut répondre que par oui ou par non. Vous voyez, c'est un truc de ouf, mais en même temps, je pense qu'elle voulait déjà nous ouvrir à pas mal de choses, notamment par exemple la compréhension des textes de loi. Dites-moi aujourd'hui qui réellement, parmi le peuple, on va dire les gens normaux, qui est capable de comprendre les textes de loi, qui est vraiment capable de s'en sortir si jamais il a un problème, par exemple avec la justice, par lui-même, sans passer forcément par quelqu'un qui va lui expliquer pourquoi et comment, pourquoi est-ce qu'on ne nous apprend pas à l'école à remplir des documents qui sont, vous le savez, imbuvables. Et on a forcément l'impression, des fois, que c'est fait exprès pour en fait nous engloutir. Pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas les fiches de paie et tout ce qui est pris sur les salaires, tout ce qui est prélevé? C'est absolument pas clair comme information. Si ce n'est pas pour vous endormir, alors dites-moi pour quelle raison. Bref, je me suis un petit peu éloigné du sujet parce que c'est vraiment quelque chose qui me prend aux tripes. C'est vraiment, je trouve ça vraiment anormal en fait que le gouvernement ne fasse pas quelque chose pour ça. Et c'est pour moi là-dedans bien une preuve qu'il y a manipulation puisque si on vous explique pas franchement, sincèrement, si on vous apprend pas à comprendre les choses telles qu'elles sont et qu'on vous donne des informations en fait que vous ne comprenez pas, quel est le vrai sens et quel est le vrai but de vous donner cette information. Il y a pas mal de choses que je déplore dans l'éducation nationale. Un deuxième point va être par exemple la créativité. Je sais pas si vous le savez, mais quand on entreprend, au final, on crée ce qu'on appelle de la valeur. Et je pense sincèrement que cette créativité, elle part déjà de notre enfance. À partir du moment où vous êtes capable de créer quelque chose parce que vous êtes passionné par cette chose, vous êtes capable de mettre, en fait, de créer et apporter de la valeur. Et c'est à ce moment-là, en fait, que vous apportez de la valeur à la société, que vous créez de l'argent. Et je pense sincèrement qu'en enlevant la créativité des enfants, on leur enlève, en fait, ce pouvoir de créer quelque chose, de créer de la valeur. Et pour moi, c'est pas du tout tiré par les cheveux. Créer de la valeur, créer une entreprise, c'est au final finir, si ça se passe bien, par devenir libre financièrement. Et vous allez voir, vous allez comprendre avec ce que je vais vous expliquer que c'est pas du tout ce qu'on veut pour vous. Il y a une étude que je vous mets en description qui a été menée de 1968 à 2010, si je dis pas de bêtises, et qui prouve qu'effectivement la créativité des enfants à l'école
a baissé depuis les années 90. Il y a d'autres choses qui sont hyper importantes dans la vie et qui peuvent vraiment vous amener à être totalement indépendant, c'est ce que j'expliquais juste avant. Il y a par exemple le fait de savoir gérer son argent. Il y a pas mal de vidéos qui ont tourné sur YouTube récemment de quelqu'un, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Mathias Bacchino, je vous mettrai le lien par exemple de son interview sur Legend, où il explique selon lui qu'à l'école on devrait apprendre à gérer un budget puisque tout enfant va devenir adulte et va devoir gérer un budget plus tard. Là encore une fois, pour moi c'est totalement lié à l'indépendance. Je vous explique pourquoi. À partir du moment où vous savez gérer votre budget, à partir du moment où vous savez investir, vous savez gérer votre argent, vous savez le faire fructifier en fait, vous ne dépendez pas de l'État et donc vous êtes beaucoup plus libre que ce que vous êtes si vous avez une dépendance à l'aide de l'État. Ça, c'est une des premières raisons et c'est Mathias Bacchino qui l'explique de pourquoi on devrait apprendre à gérer un budget à l'école. C'est bien d'apprendre à disséquer des grenouilles. C'est aussi important de savoir comment on gère un budget familial. C'est aussi important de comprendre les frais exprimés en pourcentage parce que c'est l'arnaque du système bancaire, c'est ça? C'est les frais exprimés en pourcentage. Et ça, on devrait l'apprendre à l'école. Si vous voulez en savoir plus, puisque le sujet est assez vaste, je vous laisse encore une fois le lien en description, vous pouvez aller voir, c'est super intéressant. Ce que je déplore énormément aussi, c'est qu'à l'école, on ne vous apprend pas l'intelligence émotionnelle, on ne vous apprend pas la gestion des conflits, on ne vous apprend pas non plus l'écoute active. Et pourtant, vous allez passer votre vie en tant qu'adulte majoritairement avec des gens autour de vous, un entourage, que ce soit votre famille ou des amis. Et heureusement d'ailleurs, parce que la solitude, c'est vraiment une des choses les plus dramatiques pour l'être humain, c'est vraiment une des choses qui le touche le plus. Et évidemment, pour ne pas être seul, vous avez besoin d'être accompagné et vous avez aussi besoin d'être un bon accompagnant pour les autres. La question qui me vient tout simplement, c'est pourquoi on ne vous apprend pas toutes ces choses à l'école? Pourquoi, alors que l'État est censé vous garantir un bien-être, aussi bien un bien-être intellectuel que physique, qu'émotionnel, et l'école est soi-disant là pour ça d'ailleurs, elle est là pour vous éduquer. Pourquoi on vous éduque pas à des choses comme ça qui sont primordiales et qui vont vous être utiles véritablement toute votre vie, de votre premier jour à votre dernier jour de vie sur Terre? Il y a un autre point qui va jouer un petit peu sur deux aspects dans votre vie et qui va jouer pas qu'un peu d'ailleurs, c'est le fait aussi de comparer les élèves entre eux. On est systématiquement à l'école en train de noter les élèves. D'ailleurs, on les note sur quelque chose qu'on les oblige à apprendre. Quelque chose qui leur plaît pas forcément, quelque chose qui leur sera pas forcément utile, et quelque chose qui n'évolue pas en plus de ça. On leur apprend vraiment des choses, pour moi en tout cas, et c'est ce que j'ai vécu, on m'apprend des choses qui sont complètement inutiles globalement à ma vie. Je veux dire, si l'école s'arrêtait à lire et écrire, je pense qu'on aurait fait déjà une bonne partie de ce qu'on nous apprend qui est vraiment utile à l'école. Personnellement, je l'ai vraiment vécu comme une perte de temps. Alors évidemment, si vous aviez besoin de diplômes pour faire votre métier comme médecin, psychiatre, ou même d'autres métiers encore, je comprends tout à fait qu'on ait besoin d'un système éducatif, scolaire, classique. Ok. Et dans la majorité des cas, vous allez apprendre votre métier une fois sur place. Vous allez avoir des compétences que vous apprendrez dans votre métier et non pas à l'école. Et donc, je me pose la question, et je pense que c'est légitime, pourquoi est-ce qu'on perd autant de temps à se comparer les uns les autres, à avoir un rythme de scolaire qui ressemble à celui d'un CDI, c'est-à-dire travailler toute la journée avec très peu de pauses? Pourquoi est-ce qu'on sépare les enfants des parents alors que c'est primordial qu'un enfant passe du temps avec ses parents? Je comprends pas pourquoi l'éducation d'un enfant est faite avec quelqu'un d'autre qu'avec ses propres parents. Et donc je comprends pas non plus comment on peut à ce point forcer l'enfant à se mettre dans des cases et forcer l'enfant à suivre une ligne toute tracée plutôt que le laisser choisir un chemin lui-même. En fait, ce que je veux vous expliquer, c'est que vraiment, selon moi, il y a plein de choses à l'école qui poussent l'enfant à l'inverse de l'autonomie. Par exemple, on va donc le comparer, comme je disais juste avant, à d'autres élèves, ce qui va systématiquement créer des blessures chez certains élèves et qui va les empêcher plus tard de faire des choses par eux-mêmes. Tout simplement parce qu'ils auront par exemple le besoin d'être validés. Ça, c'est mon cas. Il va y avoir des enfants qui vont avoir des traumatismes qui vont faire que ils vont forcément avoir peur d'échouer. D'ailleurs, en France, c'est un gros problème. L'échec, c'est vraiment quelque chose qui est mal vu, qui est pas permis, alors que c'est avec l'échec qu'on apprend. Personne ne réussit quelque chose sans passer par l'échec. Ça n'existe pas. Je me perds un peu parce que j'ai vraiment envie de vous dire plein de choses à ce sujet-là, mais vraiment, ce qui pour moi est le plus important, c'est que
Encore une fois, on empêche les enfants à l'école d'être autonomes, on leur donne pas le savoir, je parle de celui qui rend encore une fois autonome et indépendant, simplement parce que le savoir c'est le pouvoir et vous ne pouvez pas contrôler quelqu'un qui sait. Pour faire une petite conclusion avec l'école, c'est vraiment selon moi quelque chose qui va créer des blessures chez beaucoup d'enfants, qui va empêcher la créativité, qui va empêcher l'enfant d'atteindre ses rêves. D'ailleurs, une expérience personnelle que j'ai eue à l'école et que j'ai très mal vécue, j'avais le rêve de devenir pilote de chasse. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Comme à beaucoup de gens, c'est trop compliqué, il faut une très bonne vue, il faut faire de longues études, oublie, prends quelque chose de plus simple que tu pourras atteindre. Si vous empêchez les enfants dès leur plus jeune âge d'avoir de l'ambition, d'avoir des rêves, et si vous leur dites que leurs rêves ne sont pas atteignables, forcément, toute leur vie, ils vont penser que les rêves ne sont pas atteignables et ils vont rester gentiment à la place que vous avez dessinée pour eux. Selon moi, on tue l'ambition des enfants dès le plus jeune âge. Une fois que vous avez grandi et que vous avez passé l'âge d'être à l'école, il va vous falloir donc vivre et pour cela, il va vous falloir travailler. On en arrive donc au deuxième point qui pour moi nous enferme complètement, qui sont le système monétaire actuel et le travail. Je vais pas trop parler du système monétaire, comme je vous l'ai dit de toute manière tout à l'heure, je vous ai mis un lien en description. Vous pouvez aller voir, vous pouvez vous renseigner par vous-même. En soi, le monde monétaire actuel est une aberration totale puisque aujourd'hui, quand on vous propose un crédit, on vous propose simplement de créer de l'argent que vous devez rembourser. On crée une dette à tout le monde puisque on doit de l'argent à on ne sait qui, de l'argent qu'on a créé on ne sait comment et comme on doit cet argent, eh bien vous devez rembourser. Voilà, pour moi c'est l'explication s'arrête là. Vous pouvez donc aller voir et m'expliquer en commentaire pourquoi vous n'êtes pas d'accord si c'est le cas. Je vous rappelle quelque chose quand même, c'est que à l'heure actuelle en France, on pousse énormément de nouvelles taxes, on pousse énormément de nouvelles impositions sous l'égide de l'écologie. Ce qu'on vous explique, c'est que le climat change à cause de la pollution et de la surconsommation. Or, la surconsommation, c'est ce qu'on vous pousse à la télé. Et la télé, on vous l'a donnée gratuitement de base. Je rappelle que la télé, avant qu'elle devienne payante, était complètement gratuite. Puis, on vous a pris une taxe pour la télé, alors notamment pour les chaînes de France 2 à France 5, si je dis pas de bêtises. Et sur ces chaînes, on vous met de la pub qui vous pousse elle-même à la surconsommation. Selon moi, évidemment, toutes les grandes chaînes, et ça se sait aujourd'hui, sont utilisées pour faire de la propagande de masse. Vous avez des gens qu'on voit à la télé dire des choses qui sont complètement insensées et on les laisse dire, puis on se rend compte plus tard qu'ils disaient n'importe quoi. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Je pense que vous l'aurez compris, si je peux vous donner un conseil à ce niveau-là aujourd'hui pour éviter de vous retrouver bloqué dans ce système, éteignez votre télévision, vendez-la ou gardez-la, mais ne regardez que des films que vous avez choisi de regarder vous-même. La télé vous utilise comme produit puisque vous êtes les produits des publicités. Évidemment, le gouvernement le sait, je pense que tout le monde le sait. L'information est tellement accessible facilement que tout le monde le sait. Encore une fois, on a utilisé la télé contre vous et non pas pour vous. Évidemment, on pourrait pousser les choses plus loin puisque le fait qu'on aille quasiment tous en grande surface, malheureusement dans la grande distribution, ça enlève du pouvoir aux agriculteurs qui, eux, se retrouvent contraints à vendre pour une misère, à vivre de très peu de choses alors qu'ils travaillent énormément. Je parle évidemment des tout petits agriculteurs et pas de ceux qui possèdent énormément de terres et qui vendent en masse. Et ça pousse aussi malheureusement les agriculteurs à vendre de la mauvaise nourriture. Pourquoi? Parce qu'ils maltraitent les animaux, parce que les terres sont, on peut dire, maltraitées. Il y a énormément de produits qui sont mis à l'intérieur, qui sont très mauvais pour votre santé. Le poids de la preuve, c'est une stratégie qu'ils ont écrite. Ça permet d'exclure quasiment 90% des études indépendantes sont mises de côté par les firmes et puis par les agences réglementaires. Tout ça légalement, puisque les règles ont été établies par les firmes. Il n'y a plus de problème avec le glyphosate. Est-ce que l'humeur et l'état dans lequel je suis est lié potentiellement à une exposition à quelque chose à un moment donné dans ma vie? Oui, c'est des facteurs à prendre en compte, effectivement. On sait, pareil pour les pesticides, que ça augmente les risques de dépression. Quand on a des connaissances scientifiques et qu'on veut les transmettre à des politiques, il est clair qu'il y a des partis politiques qui, en fait, sont complètement hermétiques aux connaissances scientifiques et à la prise en considération des conséquences que ça peut avoir. On va ensuite vous vendre des médicaments. Alors évidemment, on laisse encore faire ça aux publicités.
On vous dit que les médicaments sont le moyen de vous sauver. On ne vous parle pas de méthodes naturelles qui pourtant existent et qui sont bien meilleures pour votre corps. Je pense que j'ai pas besoin de vous parler de ce qu'on a vécu récemment. Le monde entier était menacé. Il fallait absolument se faire une petite pique. Et puis aujourd'hui, on en entend plus du tout parler, comme si ça n'avait jamais existé, comme si ça avait été éradiqué. J'ai pas besoin de vous préciser que pendant cette période, on a évidemment utilisé énormément d'argent public, que ça a profité à des sociétés, que d'autres sociétés ont profité des aides sociales pour laisser leurs employés travailler à 100% et pour quand même demander des aides de l'État. Sommaire Ops Group a détourné l'argent du travail partiel. C'est un groupe qui a été abreuvé de millions d'euros pour soi-disant sauver les emplois depuis de nombreuses années par M. Macron, Darmanin, le maire. Et on suppose qu'il y a des malversations financières avec de l'argent qui traîne. Mais quand on parle là, ce sont des sommes astronomiques sur les comptes des PDG fraudeurs. Je vous le dis, tout ça, c'est parce que ça a été évidemment divulgué et que malgré ça, l'affaire n'a pas été plus loin. En fait, on a simplement laissé les gens partir avec l'argent et aujourd'hui, ces dirigeants d'entreprise font partie des plus grandes fortunes de France. Je vous laisse le documentaire en description, un très bon documentaire de la part de Blast ici, qui est au minimum hallucinant, exacerbant. Ça m'emmène à vous parler d'un autre point. On vous parle énormément de la dette et de la dette sociale, des aides sociales qu'on donne, de l'argent qu'on doit donner, qu'on vous prend parce qu'il va falloir aider des gens plus démunis. Selon moi, encore une fois, on utilise ceci pour diviser les gens et pour éviter que les gens comprennent ce qui se passe vraiment. Ce qu'on vous dit pas, et je vais vous laisser encore un lien dans la description, malgré tout l'argent qui est pris et qui est redistribué, on prend énormément d'argent aux toutes petites entreprises et il y a énormément de grosses entreprises qui, elles, devraient participer beaucoup plus, qui échappent à ces cotisations et qui n'aident en rien du tout. Au contraire, on l'a vu juste avant, elles prennent de l'argent. En 2013, la fraude aux prestations sociales, c'est-à-dire celles et ceux qui perçoivent des aides sans y avoir droit, s'élevait à 350,5 millions d'euros. De l'autre côté, la même année, la fraude aux cotisations sociales, c'est-à-dire principalement les employeurs qui ne payent pas ce qu'ils devraient, représentait 20 à 25 milliards d'euros, près de 70 fois plus. Les profiteurs ne seraient pas ceux qu'on croit. Ce qui se passe selon moi, c'est qu'on va prendre de l'argent aux gens qui en ont déjà pas beaucoup. On va en donner très peu à ceux qui en ont pas du tout. Personne ne va évidemment oser prendre des risques et pour sortir de cette situation parce qu'elle est déjà compliquée. Et puis, on va dire aux pauvres que les riches ne donnent pas assez. Aux riches qu'on prend pas assez pour donner aux pauvres, on va évidemment diminuer ce qu'on donne aux pauvres et augmenter ce qu'on prend aux riches. Et ce sont les très riches en fait qui au final ne donnent rien du tout. On va évidemment accuser les très riches en désignant les très riches comme ceux qui sont simplement riches. Je vous rappelle que 99% des ressources mondiales sont détenues par 1% seulement du monde. Le problème ici, c'est que tout est complexifié. Il n'y a rien qui est vraiment transparent. On prend de l'argent aux gens qui n'en ont pas beaucoup pour en donner un peu à ceux qui n'ont rien du tout. Et on vous dit que ça, c'est de l'aide sociale. Je suis désolé, ça s'appelle la précarité. On laisse les gens dans la précarité, histoire qu'ils n'aient pas les moyens d'en sortir. On leur donne pas évidemment l'éducation pour en sortir. Et puis on dit que, voilà, il faut aider les pauvres, que les riches ne donnent pas assez. On considère que les gens qui ont à peine déjà tout juste pour vivre sont des riches, alors que ce n'est pas du tout le cas. On fait en sorte que les gens se tapent dessus les uns les autres pour complètement masquer ce qui se passe vraiment. Je vous mets au défi de prendre votre fiche de paie et de vous m'expliquer qu'est-ce qu'on vous prend dessus exactement et à quoi ça sert exactement. Qu'est-ce qui est distribué, qu'est-ce qui ne l'est pas. Pour revenir au CDI, il y a énormément de gens qui font des burn-out, qui sont pas heureux dans leur travail, qui ne trouvent pas de sens dans ce qu'ils font, qui survivent à peine avec ce qu'ils font. Et je suis persuadé que c'est totalement connu du gouvernement et de ceux qui décident de laisser les choses telles qu'elles sont, voire même de les empirer. Alors évidemment, il y a énormément de bonnes choses qui ont été faites, il y a énormément de lois qui protègent les gens dans leur travail, qui les protègent quant à leurs conditions de travail, mais je voudrais quand même insister sur un fait, c'est que en vous mettant dans une bonne condition et en même temps à côté, en vous donnant aucune clé pour pouvoir sortir de cette condition si vous en avez envie, on vous pousse tout simplement à y rester. Restez-y parce que vous êtes bien et restez-y parce que de toute manière, vous ne savez pas en sortir.
Et comme je vous en parlais tout à l'heure, si vous avez de l'ambition, si vous avez des rêves, si vous avez envie de liberté, eh bien vous ne pouvez pas simplement parce qu'on vous dit là que vous êtes dans une bonne situation, une situation stable et agréable, alors qu'au fond, elle ne l'est pas et qu'on sait très bien qu'elle ne l'est pas. Je pense que j'ai pas besoin ici de vous parler d'études quelconques pour que vous sachiez qu'il y a des gens qui font des burn-out, qu'il y a des gens qui sont pas intéressés par ce qu'ils font, qu'il y a des gens qui sont malheureux parce qu'ils vont au travail le matin, qui y passent toute la journée, qui passent pas de temps avec leur famille, qui n'ont pas le temps pour leur passion. Là, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Et encore une fois, moi je vois toutes les choses qui sont mises en place. Il n'y a rien vraiment qui est fait pour vous aider, pour que vous alliez mieux. Il n'y a rien qui est fait pour que vous ayez plus de temps à passer avec votre famille. Il n'y a rien qui est fait pour que vous puissiez vivre plus facilement d'une passion. Bien au contraire. Il n'y a rien qui est fait pour qu'on vous explique comment vivre heureux et comment vivre sereinement. Si vous n'avez jamais entendu parler de dev perso, je vous conseille d'en faire. Et il y a quelque chose qui est très connu dans le développement personnel, surtout dans le fait de vouloir devenir libre financièrement, c'est le fait que le CDI vous enferme plutôt qu'il vous protège. Je vais vous expliquer en quelques notions simples pourquoi. Ce qui est mis en avant dans la société, c'est la réussite qui est d'avoir un CDI, d'avoir un poste important en CDI, d'avoir une maison et des enfants. Personne ne détient la clé, personne ne détient la réussite. La réussite, c'est quelque chose qui vous est propre. Et ça, on ne vous le dit pas malheureusement. On devrait vous apprendre, encore une fois, on devrait vous éduquer, on devrait nous éduquer sur le fait que la réussite, c'est selon chacun. La réussite, ça dépend de vos envies, ça dépend de vos rêves, ça dépend de vos choix et ça dépend de ce que vous déterminez comme la réussite simplement. Malheureusement, je trouve que c'est pas assez expliqué et qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de faire autre chose, qui ont envie de faire d'autres choses et qui n'osent même pas en parler. Tout simplement parce que c'est mal vu. On crée un espèce de conformisme dans lequel il faut être et dans lequel vous devez tout simplement vous mettre parce que c'est soi-disant pour votre bien. Donc j'en reviens à ce que je disais avant. Pourquoi est-ce que être en CDI, pourquoi est-ce que faire un prêt pour acheter une maison est tout simplement de la manipulation? Eh bien parce que quand on vous parle de crédit, on vous parle des bons côtés, on vous parle de tout ce que ça vous permet de faire et on vous parle pas en fait de tout ce que ça engendre en retour possiblement. Faut savoir que quand vous faites un prêt, vous payez en fait à peu près 2 fois le montant qu'on vous a prêté déjà. Malheureusement, ce qui va se passer, c'est que si jamais vous avez envie de partir de chez vous, vous ne le pouvez pas. Si jamais vous avez envie d'investir, vous ne le pouvez pas parce que vous avez déjà un crédit et que vous ne pouvez pas emprunter plus. Si jamais les prix, et c'est déjà arrivé malheureusement, chutent totalement, bien vous perdez de l'argent alors que le crédit, lui, ne diminue pas. Et c'est des choses qu'on ne vous explique pas avant, qu'on ne vous dit pas concrètement. On ne vous dit pas à la banque au moment où vous voulez prendre un crédit pour acheter votre maison, écoutez, vous pouvez le faire, vous pouvez acheter une maison, mais nous vous conseillons d'acheter une maison et de la mettre en location. Avec cette location, vous pouvez acheter une autre maison via un autre crédit qui sera payé par cette première location. On ne vous dit pas, une fois que vous avez fait un premier achat, un deuxième, vous pourrez peut-être quitter votre travail, vous lancer à fond dans cette société et puis continuer et vivre indépendamment de qui que ce soit d'ailleurs. Vous voyez, on ne vous l'explique pas alors que c'est connu. D'ailleurs, Mathias Bacchino encore l'explique très bien. Tous les systèmes bancaires utilisent des mots complètement incompréhensibles. Ils utilisent des façons de parler qui brouillent, j'ai envie de dire, les pistes, alors qu'on pourrait vous dire simplement les choses et vous pourriez les comprendre d'une manière simple, efficace et rapide. Encore une fois, comme en politique d'ailleurs, on utilise des mots que vous ne comprenez pas pour vous berner, pour faire passer des choses en douce et pour vous faire croire qu'on vous laisse la possibilité de comprendre ce qu'on fait. Et je vais te balancer une rumeur sur les banques qui est vraie. C'est complexe et c'est fait exprès. Je l'ai fait moi-même. Les spécialistes complexifient leur discours. On m'a demandé de complexifier des brochures. Parce que comme ça, tu as très envie de donner tes sous à quelqu'un. Que quand quelqu'un d'autre gère ton épargne, c'est démontré aujourd'hui, tu gagnes moins d'argent que si tu avais fait toi-même. Vous avez peut-être envie de me dire, ok, c'est bien beau, tu nous expliques tout ça, mais comment on fait pour s'en sortir? Moi, ce que je vous conseillerais, c'est ce que j'ai fait personnellement, c'est de faire du développement personnel. Je sais que c'est souvent très mal vu, il y a plein de manières de faire du développement personnel, et la manière la plus simple, c'est d'acheter des livres et de lire des livres qui vont vous apprendre plein de choses. Je peux vous conseiller 3 livres que j'ai déjà lus. Il y a Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, et il y a ce que je lis en ce moment qui est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle.
Évidemment, il y en a plein d'autres, et si vous recherchez un petit peu des vidéos par exemple sur YouTube de dev perso, de livres de dev perso à lire, vous en trouverez énormément dans plein de sujets différents, pas forcément l'argent, ça peut être l'éducation et encore plein d'autres choses. Si je devais vous conseiller aussi quelque chose pour votre bien-être, pour votre santé, je vous conseillerais donc d'arrêter de regarder la télé, je vous conseillerais d'arrêter de manger du sucre, je vous conseillerais d'arrêter de manger des aliments transformés. C'est des choses que je suis déjà en train de mettre en place ou que j'ai déjà mis en place, et croyez-moi, vous allez sentir une grande différence dans votre vie. Si jamais votre travail ne vous plaît pas, il est aussi possible de faire une transition douce vers des choses qui vous plaisent plus. Vous n'êtes pas obligé de devenir indépendant tout de suite, surtout si quelque chose qui, selon vous, n'est pas à votre portée, mais vous pouvez tout simplement vous former pour aller vers un autre métier. Vous pouvez aussi acheter des formations, histoire d'engranger des connaissances dans un domaine, d'avoir des nouvelles compétences pour pouvoir chercher un travail plus tard. Vous pouvez aussi devenir freelance à côté de votre métier, ça se fait aussi très bien. Il y a plein de moyens de changer de vie, il y a plein de possibilités déjà d'ouvrir de nouvelles horizons, de nouvelles possibilités si vous vous renseignez un peu. Je ne peux que vous conseiller évidemment de regarder des informations un peu partout, ne serait-ce que sur YouTube puisqu'il y en a énormément. J'ai posé une question à ChatGPT, je lui ai demandé est-ce qu'un monde où presque tout le monde serait indépendant et tout le monde travaillerait en fait surtout à partir d'une passion qu'il a, est-ce que ce serait possible? Et ChatGPT m'a répondu que effectivement, il y aurait des défis, mais que ce serait totalement possible, que ce serait même plus viable pour la majorité des gens. On supprimerait simplement les grosses entreprises et il y aurait que des petites entreprises, que des personnes qui travaillent à leur compte, qui travaillent pour elles, qui travaillent quand elles le souhaitent, qui travaillent comme elles le souhaitent, qui travaillent avec les matériaux qu'elles souhaitent, que ce soit physique ou pas. Il y a des études qui prouvent que quelqu'un de passionné a beaucoup plus de résultats et produit quelque chose de bien meilleure qualité que quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé par ce qu'il fait. C'est peut-être utopiste de ma part, mais je suis persuadé qu'il y a une manipulation qui est créée de manière à nous laisser dans ce système, de manière à avoir le pouvoir, à avoir le contrôle, à avoir évidemment l'argent, alors qu'une société plus libérée, plus consciente pourrait simplement en fait vivre un petit peu par elle-même, vivre avec un réel équilibre, une réelle justice entre les gens, une réelle harmonie. Je pense pas que ça devrait être obligatoire, mais on devrait pouvoir ouvrir la porte plus facilement, surtout aux jeunes, la porte de la conscience des choses, la conscience que nous avons tous un pouvoir créateur, la conscience que nous sommes tous capables de créer des choses. Alors je parle pas forcément de choses physiques, mais nous avons la possibilité de changer notre environnement réellement et de choisir l'environnement dans lequel nous voulons vivre et choisir la manière dans laquelle nous voulons vivre. C'est pas quelque chose malheureusement qui est connu, qui est mis en avant, quoique ça tend à changer avec le temps bien heureusement, mais vous avez vraiment, vous l'avez en vous, vous avez la capacité de choisir, de dire non, de dire stop, je ne veux plus cette vie, je veux changer ma vie, et vous avez la possibilité de le faire en douceur, de le faire sans vous mettre en danger, petit à petit à votre rythme. C'est quelque chose dans tous les cas que je vous souhaite, je souhaite à chacun d'être heureux, d'être épanoui dans ce que vous faites, et je suis persuadé qu'en commençant par changer le travail, je rêve vraiment d'un monde où le travail n'existe plus, où chacun fait une activité parce qu'il a décidé de faire sa activité et qu'il l'a fait avec joie. Je suis persuadé que ce monde nous amènerait aussi à changer l'éducation, à mieux éduquer les enfants, les jeunes, pour qu'ils aient une vie épanouie, une vie plus douce, une vie plus harmonieuse encore une fois, les uns avec les autres, une vie tout simplement de paix. Si le sujet vous a plu et que vous voulez entendre parler plus souvent de sujets comme ça et de manière positive, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre un petit commentaire et je vous dis à très bientôt. Ciao.